J'ai vécu dans un appartement glacial pour payer l'opération du cœur de mon père. Ils ont utilisé mon argent pour offrir une Audi décapotable à ma sœur. Ils ont dit, c'est une star, elle en a besoin. J'ai répondu, profitez en bien en prison. Je m'appelle Floriane, j'ai 32 ans, et jusqu'à hier soir, j'étais convaincue d'être la sauveuse de ma famille. J'ai passé 3 ans à vivre comme un fantôme dans un appartement insalubre de Mulhouse, me privant de chauffage en plein hiver, sautant des repas, vendant mes souvenirs, tout cela pour financer le traitement cardiaque de mon père. Je pensais que chaque euro que j'envoyais était une minute de vie supplémentaire pour lui. Mais la réalité était bien plus sombre. Je n'étais pas une sauveuse. J'étais une proie. Une proie qu'ils avaient méthodiquement dépouillée. Hier soir, quand j'ai découvert la vérité sur l'écran de mon téléphone, quelque chose en moi est mort pour toujours. Et croyez-moi, ce qui a pris la place de cette ancienne Floriane n'a plus aucune pitié. Ce que j'ai fait ensuite a détruit ma famille, mais cela m'a sauvé la vie. Avant de vous raconter comment j'ai envoyé ma propre famille devant la justice, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est important pour moi de savoir que je ne suis pas seule dans cette obscurité. Tout a commencé un vendredi soir de février, à Mulhouse. Si vous connaissez cette région, vous savez que le froid ici n'est pas une simple sensation, c'est une agression physique. Dehors, le thermomètre affichait -4 degrés. À l'intérieur de mon appartement, il ne devait pas faire beaucoup plus. J'étais assise sur mon vieux canapé affaissé, enroulé dans 3 couches de vêtements, un t-shirt thermique usé, un pull en laine que j'avais depuis le lycée, et une robe de chambre en polaire. Par-dessus tout cela, j'avais tiré 2 couvertures qui sentaient le renfermer. Mes doigts étaient gourds, presque bleus aux extrémités. Je tenais un bol de soupe instantanée entre mes mains, cherchant désespérément un peu de chaleur. C'était mon dîner. De l'eau chaude avec un goût chimique de poulet. Dans mon placard, il restait un paquet de pâtes et une boîte de thon. C'était tout ce que j'avais pour tenir jusqu'à la fin du mois. Nous étions le 15. Je fixais le radiateur électrique éteint sur le mur. C'était une torture psychologique. Je savais qu'il suffisait de tourner la molette pour que la chaleur envahisse la pièce, pour que la douleur dans mes articulations s'apaise. Mais je savais aussi que chaque heure de chauffage coûtait de l'argent. De l'argent que je n'avais pas. De l'argent qui appartenait à la cause. Je suis manipulatrice radio dans un grand hôpital public. Je gagne 2800 € net par mois. Pour beaucoup, c'est une somme confortable. Avec un tel salaire, je devrais vivre dans un bel appartement, manger des produits frais, sortir avec des amis, peut-être même voyager. Mais la réalité de mon compte en banque était une toute autre histoire. Mon téléphone a vibré sur la table basse. 20 heures, l'alarme hebdomadaire. Le son de cette alarme me donnait instantanément la nausée. C'était le rappel de mon devoir, de mon fardeau. J'ai posé mon bol de soupe et j'ai saisi mon téléphone. L'écran lumineux m'a fait plisser les yeux. J'ai ouvert mon application bancaire. Le solde s'est affiché, 640 €. C'était tout ce qui restait de mon salaire versé il y a 2 semaines. J'ai cliqué sur l'onglet « Virement ». Le bénéficiaire était déjà enregistré, en tête de liste, maman et papa. J'ai pris une profonde inspiration, l'air glacial brûlant mes narines, et j'ai tapé le montant, 600 €. 600 €. Chaque semaine. 2400 € par mois. Je gardais 400 € pour payer mon loyer modeste, mes factures d'électricité, réduites au minimum vital, et ma nourriture. Je ne m'achetais jamais de vêtements. Je n'allais jamais chez le coiffeur. Je marchais pour aller au travail pour économiser l'essence. Je vivais comme une indigente, alors que je travaillais 50 heures par semaine. Pourquoi? Pour le cœur de mon père. 3 ans plus tôt, ma mère, Sylviane, m'avait appelé en larmes. Elle m'avait annoncé que le cœur de mon père, Régis, était en train de lâcher. Une condition rare, dégénérative. La sécurité sociale ne couvrait pas les traitements expérimentaux nécessaires, ni les spécialistes hors de prix à Strasbourg. Nous n'avons pas assez d'argent, Floriane, avait-elle sangloté. Élodie ne peut pas aider, tu sais bien qu'elle lance sa carrière.
Tu es notre seul espoir. Si tu ne nous aides pas, ton père va mourir. Et ce sera ta faute. Cette phrase m'avait hanté chaque nuit depuis 3 ans. Ce sera ta faute. J'ai tapé le motif du virement, médicament cœur papa, semaine 124. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton de validation. Juste une seconde. Une seconde de rébellion silencieuse. J'avais faim. J'avais froid. J'avais besoin de nouvelles chaussures car mes baskets prenaient l'eau. Si je gardais cet argent, juste pour une semaine? L'image de mon père s'effondrant, la main sur la poitrine, a envahi mon esprit. La culpabilité, cette arme qu'ils avaient si bien aiguisée, m'a transpercé le cœur. J'ai appuyé sur « Valider ». L'application a chargé. Puis le message vert est apparu, virement effectué. Il me restait 40 € pour vivre les 2 prochaines semaines. J'ai reposé le téléphone, sentant les larmes monter. Je me sentais vide. Épuisé. J'avais l'impression de me découper des morceaux de chair chaque semaine pour les nourrir. Je me suis levée pour aller à la fenêtre. Dehors, la ville de Mulhouse était grise et triste sous les lampadaires. Je me suis vue dans le reflet de la vitre. J'avais 32 ans, mais j'en paraissais 45. Mes cheveux étaient ternes, ma peau grise, mes yeux cernés de noir. J'étais l'ombre de moi-même. Pendant ce temps, à 1 heure de route d'ici, à Strasbourg, ma petite sœur Élodie vivait une vie de rêve. À 29 ans, elle était influenceuse lifestyle. Elle ne gagnait pas vraiment sa vie, mais elle semblait toujours avoir de l'argent. Mes parents me disaient que c'était des cadeaux de marque, ou qu'elle se débrouillait. Ils la protégeaient farouchement. Élodie est une artiste, elle est fragile, disait mon père. Toi, Floriane, tu es forte. Tu es le pilier. Le pilier. C'est drôle comme ce mot sonne noble, alors qu'il signifie simplement « celle qui porte tout le poids jusqu'à ce qu'elle s'effondre ». Je suis retournée m'asseoir. J'ai essayé de boire ma soupe, mais elle était devenue froide. Une pellicule de graisse figeait la surface. C'était répugnant. Soudain, mon téléphone a émis un son différent. Une notification joyeuse, insistante. Je l'ai regardée. C'était Instagram. Élodie-Lifestyle a lancé une vidéo en direct. J'ai hésité. Je ne regardais presque jamais ses lives. Cela me faisait trop mal de la voir déballer des produits de beauté ou manger dans des restaurants chics alors que je comptais mes centimes. Mais ce soir-là, l'ennui et le désespoir m'ont poussé à cliquer. Peut-être voulais-je voir un peu de lumière, même artificielle. Je ne savais pas que je m'apprêtais à voir l'obscurité la plus totale. L'écran de mon téléphone a clignoté, luttant avec ma connexion Internet bas débit, avant que l'image ne se stabilise. Le son a explosé dans mon appartement silencieux, une musique techno-agressive, des basses lourdes qui semblaient faire vibrer le verre de mon écran. Ce n'était pas l'appartement en désordre d'Élodie. L'espace était vaste, brillant, aseptisé. Des lumières néons se reflétaient sur un sol en carrelage poli. Je plissais les yeux, essayant de comprendre où elle était. Et puis, je l'ai vue. Élodie se tenait au centre de l'image, rayonnante. Elle portait une robe de soirée rouge moulante, couverte de paillettes, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en ondulations glamour. Elle tenait son téléphone à bout de bras, hurlant dans le microphone pour couvrir la musique. Coucou mes chéris. Bienvenue sur le live le plus dingue de l'année. Vous n'allez pas croire ce qui se passe. Regardez où je suis. Elle fit pivoter la caméra. Elle était dans une concession automobile de luxe. Autour d'elle, des voitures allemandes haut de gamme brillaient sous les projecteurs. Mais il y en avait une qui se démarquait. Une Audi TT décapotable. Rouge. Un rouge profond, agressif, magnifique. Un gros nœud blanc était posé sur le capot. Mon cœur a raté un battement. Une voiture pareille coûtait au moins 50 000 €. Qui avait payé ça? La voix d'Élodie reprit, suraiguë, c'est mon cadeau d'anniversaire en avance. Regardez qui sont les meilleurs parents du monde. La caméra tourna encore. Le souffle m'a manqué. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Mes parents étaient là. Ma mère, Sylviane, tenait une autre caméra, filmant sous un autre angle,
un sourire immense barrant son visage maquillé. Elle portait un manteau de fourrure que je ne lui connaissais pas. Et mon père? Régis. L'homme pour qui je venais de virer mes derniers 600 €. L'homme qui, selon le message vocal de ma mère ce matin même, était trop faible pour se lever du lit, respirait avec difficulté, et avait peur de ne pas passer la nuit. Il était là. Debout. Vigoureux. Il tenait une bouteille de champagne Magnum à 2 mains. Son visage n'était pas pâle ou maladif. Il était rouge, oui, mais rouge d'excitation, rouge d'alcool, rouge de vie. Il se mit à secouer la bouteille, riant aux éclats, sa voix tonitruante couvrant presque la musique. « Allez! Pour notre princesse, hurla-t-il. Le bouchon sauta avec violence. Le champagne gicla partout, moussant sur le sol immaculé, éclaboussant la carrosserie de l'Audi neuve. Mon père se mit à danser. Il levait les genoux, sautillait, tournait sur lui-même. C'était la danse d'un homme en pleine santé. D'un homme qui n'avait absolument aucun problème cardiaque. Je restais figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. C'était comme regarder un film d'horreur où les monstres portent le visage des gens que vous aimez. Élodie gloussa, léchant le champagne sur ses doigts. « Papa, tu es fou. C'est du millésimé. Rien n'est trop beau pour toi, ma chérie, cria ma mère, s'approchant pour embrasser sa fille. Tu as travaillé si dur pour ton image, tu mérites cette voiture. Et comment on l'a payée, cette beauté? Demanda Élodie en faisant un clin d'œil à ses abonnés, attendant les éloges. Mon père passa un bras autour des épaules d'Élodie et de ma mère, formant un trio parfait, un cercle fermé dont j'étais exclu. Il regarda droit dans l'objectif, droit dans mes yeux à travers l'écran, même s'il ne savait pas que je regardais. Il eut un rire gras, obscène. On a vidé les comptes. On a tout raclé. Mais grâce à notre petit sponsor secret, le robinet coule à flot. Ma mère éclata de rire. Oh oui. Merci au sponsor fantôme qui croit au Père Noël. Le monde s'arrêta. Le sponsor secret. Le sponsor fantôme. C'était moi. Ils ne parlaient pas d'un investisseur. Ils parlaient de leur fille aînée. De l'idiote qui vivait dans le froid à Mulhouse. Ils savaient. Ils savaient que je me privais de tout. Ils savaient que je souffrais. Et non seulement ils s'en fichaient, mais ils trouvaient ça drôle. Les commentaires sur le live défilaient à toute vitesse. Waouh, quelle famille incroyable! Trop de chance. C'est qui le sponsor? Élodie répondit aux commentaires, oh, juste une personne un peu naïve qui aime beaucoup donner sans rien recevoir. Une sorte de banque familiale, si vous voyez ce que je veux dire. Je sentis une brûlure acide remonter dans ma gorge. Je lâchai mon téléphone sur le canapé et courus vers l'évier de la kitchenette. Je vomis le peu de bile que j'avais dans l'estomac. Mon corps rejetait la trahison. Je tremblais de tout mon être. Ce n'était pas le froid. C'était le choc. Un choc thermique émotionnel. Pendant 3 ans, j'avais vécu dans la peur constante de la mort de mon père. J'avais pleuré pour lui. J'avais prié pour lui. Et pendant ce temps, ils riaient. Ils buvaient du champagne. Ils achetaient des voitures de sport. Je me relevai, m'essuyai la bouche d'un revers de main. Je retournai vers le téléphone. Le live continuait. Ils étaient maintenant tous les 3 assis dans la voiture, faisant semblant de conduire, klaxonnant. Je regardais le visage de mon père. Il n'y avait aucune trace de maladie. Aucune. C'était fini. Les larmes ne coulaient pas. À la place, une clarté glaciale, tranchante comme un scalpel, envahit mon esprit. La Floriane douce, la Floriane victime, venait de mourir devant cet évier. Je me suis assise à ma petite table branlante, celle que j'avais récupérée dans la rue pour ne pas en acheter une neuve. J'ai ouvert le tiroir du bas avec une violence qui a failli le faire sortir de ses rails. J'ai plongé la main au fond et j'en ai sorti un petit carnet noir, aux coins écornés, taché de café. C'était mon livre de comptes. Ou plutôt, le registre de ma propre stupidité. En tant que professionnel de santé, j'ai l'habitude de tout noter. C'est une déformation professionnelle.
On trace tout. Chaque dose, chaque patient, chaque heure. J'avais appliqué cette rigueur à l'escroquerie de mes parents, sans jamais réaliser que je documentais un crime. J'ai ouvert le carnet. Les pages crissaient sous mes doigts fébriles. Mon écriture était serrée, méticuleuse. 12 mars 2023, 800 €, scanner d'urgence, clinique privée. Je me souviens de ce jour. J'étais de garde de nuit. Ma mère m'avait appelé à 3 heures du matin. Ils ne veulent pas le prendre à l'hôpital public, il y a trop d'attentes, il faut aller dans le privé. J'avais fait le virement instantané depuis la salle de repos, en pleurant de fatigue et de peur. 4 avril 2023, 500 €, consultation spécialiste cardiologie, Dr Meyer. Je me souviens d'avoir mangé du riz blanc pendant 2 semaines après ça. J'avais vu plus tard une photo d'eux sur Facebook, au restaurant L'Auberge de Lille, un 3 étoiles Michelin. La légende disait « Petit plaisir pour oublier la maladie ». J'avais liké la photo, pensant qu'il méritait un peu de réconfort. Quelle idiote! Les 500 € n'étaient pas pour le docteur Meyer. Ils étaient pour le menu dégustation et le vin. 20 mai 2024, 1200 €, à compte opération valve. Celle-là m'a fait mal physiquement. J'avais économisé pendant 2 ans pour aller voir une amie au Canada. C'était mon rêve. J'avais dû annuler mon billet, perdre mes arts. J'avais passé mes congés enfermés ici, à fixer le téléphone, attendant des nouvelles de l'opération. Il m'avait dit que tout s'était bien passé mais qu'il était trop faible pour me parler. En réalité, il devait être à Disneyland ou sur la Côte d'Azur. J'ai tourné les pages, de plus en plus vite. Les chiffres dansaient devant mes yeux, formant une spirale vertigineuse. 300 € pour de l'oxygène. 450 € pour des médicaments non remboursés. 200 € pour une ambulance privée. J'ai saisi ma calculatrice. J'ai commencé à additionner, même si je connaissais déjà l'ordre de grandeur. Le bruit des touches plastiques résonnait comme des coups de feu dans le silence de l'appartement. Tac. 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 Je suis arrivé au bout de la dernière colonne. J'ai appuyé sur « Égal ». Le chiffre s'est affiché, 87 450 €. 87 450 €. J'ai fixé ce nombre. C'était abstrait, et pourtant si concret. C'était le prix d'un petit appartement ici à Mulhouse. C'était le prix de ma liberté financière. C'était le prix de 10 ans de vie. Tout ça, volatilisé. Parti en fumée, en champagne, en robe à paillettes, et maintenant, en Audi décapotable. Une pensée froide m'a traversé l'esprit. Une vérification que j'aurais dû faire dès le premier jour si je n'avais pas été aveuglé par l'amour filial. Je travaille à l'hôpital. J'ai accès au système. Je sais, c'est illégal. Consulter un dossier médical sans motif professionnel est une faute grave. Je risquais un blâme, peut-être une mise à pied. Mais à ce stade, je n'avais plus rien à perdre. J'ai saisi mon ordinateur portable professionnel qui traînait dans mon sac. Je l'ai ouvert. La lumière bleue de l'écran a éclairé mon visage inexpressif. J'ai connecté mon badge. J'ai lancé le logiciel DMP, dossier médical partagé, qui regroupe les données de santé de toute la région Alsace. Mes doigts ont tapé le nom, Bertrand, Régis. Date de naissance, 14 juin 1962. Le sablier a tourné. Une seconde. 2. Le dossier s'est ouvert. J'ai scanné l'historique des 3 dernières années. Je cherchais des mots-clés, cardiologie, urgence, chirurgie, stent, valve. Rien. La page était vide. Il y avait une consultation chez un généraliste en 2022 pour une grippe. Une visite chez un dermatologue en 2023 pour une verrue plantaire. Et une prescription récurrente de Viagra. C'était tout. Pas de maladie cardiaque. Pas d'opération. Pas de traitement expérimental. Son cœur était aussi solide qu'un roc. Et aussi froid qu'un iceberg. J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, hystérique, qui ressemblait à un sanglot. Je riais seul dans mon appartement glacé. Il n'avait même pas pris la peine de falsifier des documents.
Ils avaient parié sur le fait que je leur ferais une confiance aveugle. Ils avaient parié sur ma gentillesse, sur ma loyauté. Et ils avaient gagné. Pendant 3 ans, ils avaient gagné. J'ai refermé l'ordinateur doucement. J'ai posé ma main sur le carnet noir. Ce n'était plus un livre de contes. C'était l'arme du crime. Et j'allais m'en servir pour les abattre. Je me suis levée et j'ai marché vers le thermostat du radiateur. Ma main s'est posée sur la molette en plastique froid. J'ai pensé aux 600 € que je venais d'envoyer. J'ai pensé au champagne coulant sur le sol du concessionnaire. J'ai tourné la molette à fond. Vers le maximum. J'ai entendu le clic du déclencheur, puis le doux bourdonnement de la résistance qui chauffait. C'était un bruit minuscule, mais pour moi, c'était le bruit de la révolution. Je ne paierais plus pour eux. Je paierais pour ma propre chaleur. J'ai pris mon téléphone. J'ai rouvert l'application bancaire. Le virement de 600 € était encore marqué en traitement. Comme nous étions vendredi soir, il ne partirait réellement que lundi matin. Mon doigt a tremblé au-dessus de l'option annulée. Une voix dans ma tête, la voix de la petite fille conditionnée, criait « Non ». Et s'ils avaient vraiment besoin de cet argent? Et si tu te trompais? Tu vas briser la famille. J'ai regardé à nouveau la capture d'écran de mon père dansant. J'ai appuyé sur « Annuler ». Un message est apparu, êtes-vous sûr? Oui, ai-je dit à voix haute. Je suis sûr. Virement annulé. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai annulé le virement permanent. J'ai cherché la carte bancaire de secours liée à mon compte, celle que j'avais confiée à ma mère pour les urgences vitales. J'ai cliqué sur « Faire opposition ». Motif, voler. Parce qu'elle l'était. Il me volait. Ensuite, je suis allé sous la douche. J'ai laissé l'eau brûlante couler sur ma peau pendant 20 minutes. J'ai frotté, comme si je pouvais enlever la crasse de leurs mensonges. J'ai pleuré sous l'eau, des larmes de rage qui se mélangeaient aux gouttes chaudes. C'était la première fois que je m'autorisais une douche aussi longue. D'habitude, je chronométrais 3 minutes pour économiser l'eau. En sortant, je me suis sentie propre. Vraiment propre. J'ai cuisiné mes 2 derniers œufs. J'ai ajouté du fromage. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Puis, j'ai préparé ma première frappe. J'ai ouvert le groupe WhatsApp familial, ironiquement nommé « Famille d'amour ». J'ai sélectionné la capture d'écran du live, mon père hilar, la bouteille à la main, devant l'audi rouge. J'ai écrit un message. J'ai effacé. J'ai réécrit. Je voulais que chaque mot soit une balle. Finalement, j'ai tapé « Félicitations pour la nouvelle voiture. Elle est magnifique. J'espère qu'elle roule mieux que la conscience de papa. J'ai vérifié les dossiers médicaux, le cœur de papa va très bien. Le robinet est fermé. Débrouillez-vous pour payer l'essence. » J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai éteint mon téléphone. Je l'ai jeté sur le canapé. Le silence est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas le silence de la solitude. C'était le silence de la paix. Je me demande ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous auriez confronté vos parents immédiatement par téléphone pour entendre leurs excuses, ou leurs mensonges? Ou auriez-vous fait comme moi, couper les vivres brutalement et disparaître? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma réaction. J'ai besoin de savoir si j'ai été trop dur, ou pas assez. Lundi matin est arrivé avec une lourdeur menaçante. J'avais rallumé mon téléphone dimanche soir. Le déluge était impressionnant. 54 appels manqués de maman. 23 de papa. 12 d'Élodie. Des centaines de messages sur WhatsApp, passant de la supplication, c'est un malentendu, à la menace, tu vas nous le payer. Je n'ai répondu à rien. J'ai bloqué leur numéro. Je suis arrivé à l'hôpital la tête haute, mais l'estomac noué. Dès que j'ai passé les portes automatiques, j'ai senti que quelque chose clochait. L'agent de sécurité, qui me salue toujours d'un signe de tête, a regardé ses pieds. Les infirmières à l'accueil ont cessé de parler quand je suis passé. Elles chuchotaient, me lançant des regards en biais. Je suis allé vers mon vestiaire. Ma collègue, Sarah, était là.
Elle m'a regardé avec des yeux ronds, remplis de pitié et de jugement. Floriane, tu as vu Facebook, a-t-elle murmuré. Non. Je n'ai pas Facebook. Pourquoi? Elle m'a tendu son téléphone sans un mot. C'était le profil de ma mère. Un post public, publié hier soir. Il avait déjà plus de 400 partages. La photo montrait mon père dans un lit d'hôpital, l'air moribond, des tubes dans le nez. Je reconnus immédiatement la photo, elle datait d'il y a 10 ans, quand il s'était fait opérer des amygdales. Le texte était un chef-d'œuvre de manipulation, alerte. Cœur brisé. Notre fille aînée, Floriane Bertrand, qui travaille comme manipulatrice radio à l'hôpital de Mulhouse, vient d'abandonner ses parents âgés et malades. Elle nous a coupé les vivres pour nos médicaments vitaux parce qu'elle est jalouse de la réussite de sa petite sœur. Elle nous a volé nos économies et nous laisse mourir sans soin. C'est un monstre sans cœur qui maltraite les personnes âgées. S'il vous plaît, partagez pour que tout le monde sache quel genre de personne vous soigne. #maltraitance #honte. En dessous, les commentaires étaient un déversoir de haine. Quelle honte! Une soignante qui maltraite ses parents. Il faut écrire à l'hôpital pour la faire virer. On devrait lui faire la même chose. Et pire encore. Elodie avait relayé l'info sur son Instagram. Ses fans, une armée d'adolescents écervelés, avaient inondé la messagerie de l'hôpital d'avis négatifs et d'insultes à mon encontre. Le docteur Martin veut te voir, a dit Sarah doucement, reprenant son téléphone. Je suis allée au bureau du chef de service comme une condamnée à mort. Le docteur Martin était un homme juste, mais il avait l'air accablé. Le téléphone sur son bureau n'arrêtait pas de sonner. Assieds-toi, Floriane, a-t-il dit sans me regarder. Il fixait l'écran de son ordinateur. Nous recevons des appels depuis ce matin. Des gens qui demandent ton renvoi. Des patients qui annulent leur rendez-vous s'ils doivent passer avec toi. C'est faux, docteur, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. C'est l'inverse. Ils m'ont escroqué. Mon père n'est pas malade. J'ai les preuves. Il a soupiré, enlevant ses lunettes. Je veux te croire. Tu es une employée exemplaire. Mais l'hôpital ne peut pas se permettre un scandale public de cette ampleur. L'image de notre service est en jeu. Je suis désolée, Floriane. Je dois te mettre en congé forcé le temps que l'enquête interne et la tempête médiatique se calment. Rentre chez toi. Je suis sortie du bureau, les jambes en coton. Ils avaient réussi. Ils ne s'étaient pas contentés de me voler mon argent. En voyant que je coupais le robinet, ils avaient décidé de me détruire socialement et professionnellement. Ils voulaient me priver de mes ressources pour que je revienne ramper vers eux, pour que je sois obligée de m'excuser pour survivre. C'était d'une cruauté absolue. C'était la terre brûlée. Je suis sortie de l'hôpital sous la pluie battante. Je n'ai pas pleuré. La tristesse avait disparu, brûlée par une haine pure, incandescente. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché dans mes contacts. Il y a 6 mois, j'avais fait une radio à un avocat qui s'était cassé la jambe au ski. Nous avions sympathisé. Il m'avait donné sa carte. Maître Vasseur. Avocat à la cour. J'ai composé le numéro. Maître. C'est Floriane Bertrand. La manipulatrice radio. J'ai besoin de vous. Je veux porter plainte. Je veux les détruire. Le cabinet de Maître Vasseur se trouvait dans un vieux bâtiment haussmannien du centre-ville. L'intérieur sentait le vieux cuir, le papier et le tabac froid. C'était intimidant, austère. Exactement ce qu'il me fallait. Maître Vasseur était un homme d'une 50aine d'années, sec, aux cheveux gris coupés courts et au regard perçant derrière des lunettes à monture d'écaille. Il m'a écouté sans m'interrompre pendant 30 minutes. J'ai tout déballé. Le carnet noir, les relevés bancaires, les captures d'écran, les messages de menaces, le post Facebook diffamatoire. Il a examiné les documents avec des doigts longs et fins. C'est un dossier solide pour le volet diffamation, a-t-il dit finalement de sa voix grave. Pour l'argent envoyé, c'est plus complexe. En France, l'aide aux parents est une obligation alimentaire. Mais ici, il y a manœuvre frauduleuse.
Le mensonge sur la maladie pour obtenir des fonds peut être qualifié d'escroquerie ou d'abus de faiblesse émotionnelle. Il a marqué une pause, tapotant son stylo sur le bureau en acajou. Cependant, avant d'attaquer, je dois vérifier votre situation globale. C'est la procédure standard dans ce genre de conflit familial financier. Je vais interroger le fichier FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de la Banque de France. Juste pour être sûr qu'ils n'ont pas utilisé vos chéquiers ou autres. Allez-y, ai-je dit avec confiance. Je n'ai aucune dette. Je n'ai jamais pris de crédit. Je paie tout comptant. Je suis très prudente. Il a tourné son écran vers lui et a tapé mes informations. J'ai vu son visage changer. Ses sourcils se sont froncés. Il s'est penché vers l'écran, plissant les yeux. Puis il m'a regardé par-dessus ses lunettes, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. C'était un mélange de surprise et de gravité. Mademoiselle Bertrand. Vous êtes certaine de ne pas avoir acheté de résidence secondaire récemment? J'ai ri nerveusement. Une résidence secondaire? Maître, j'ai du mal à payer mes pâtes. Et vous n'avez souscrit aucun crédit à la consommation chez Sofinco, CTLM ou Cofidis? Jamais. Je vous l'ai dit. Il a soupiré longuement et a tourné l'écran vers moi. Alors, nous avons un problème bien plus grave qu'une simple querelle de famille. Regardez. J'ai regardé. Et j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Il y avait 3 lignes rouges clignotantes sur le rapport. 10 novembre 2024, crédit conso Sofinco, 15 000 €, impayé. 15 décembre 2024, prêt personnel CTLM, 12 000 €, impayé. 5 janvier 2025, crédit revolving Cofidis, 13 000 €, impayé. Total, 40 000 €. 40 000 € de dette à mon nom. Tous souscrits en ligne ces 3 derniers mois. Tous en défaut de paiement dès la première échéance. Je ne comprends pas, ai-je balbutié, la tête qui tournait. Comment est-ce possible? Maître Vasseur a pointé un détail sur l'écran. Regardez l'adresse de domiciliation des contrats. J'ai lu. 12 rue des Vosges, Strasbourg. C'était l'adresse de mes parents. Et le numéro de téléphone associé pour la signature électronique, a demandé l'avocat. J'ai reconnu le numéro. C'était mon ancien numéro de portable. Celui que j'avais changé il y a 6 mois. Ma mère m'avait demandé de ne pas résilier la ligne, soi-disant pour donner la carte SIM à ma tante Marthe qui vivait à la campagne et n'avait pas de téléphone. J'avais accepté, en bonne fille, et je payais même le forfait à 2 € par mois. La vérité m'a frappé comme un camion. Il n'y avait pas de tante Marthe. Ils avaient gardé le numéro pour recevoir les codes SMS de validation des banques. Ils avaient utilisé ma fiche de paie, que j'avais envoyée par mail il y a 2 ans pour qu'ils se portent garant de mon appartement, quelle ironie, pour monter les dossiers. Ils avaient imité ma signature électronique. Les 85 000 € que je leur avais donnés ne suffisaient pas. Ils en voulaient plus. Ils avaient contracté ces prêts pour payer le solde de l'Audi, pour financer la fête, pour vivre leur vie de château. Et ils avaient tout mis sur mon dos. Ils savaient que je finirais interdite bancaire. Ils avaient sciemment ruiné mon avenir financier. C'est criminel, ai-je chuchoté. Oui, a dit maître Vasseur d'une voix dure. Ce n'est plus du civil, mademoiselle. C'est de l'usurpation d'identité, du faux et usage de faux, et de l'escroquerie en bande organisée. C'est du pénal. On parle de prison ferme. Le bureau de l'avocat semblait soudain trop petit, l'air trop rare. Maître Vasseur m'a regardé droit dans les yeux. La question est simple, Floriane. Si nous portons plainte pour ces faits, la machine judiciaire va se mettre en marche. La police va enquêter. Vos parents et votre sœur seront placés en garde à vue. Ils seront fichés, jugés, et très probablement condamnés à de la prison, ou au moins à de lourdes peines avec sursis et des amendes colossales. Il a marqué une pause. Êtes-vous prête à envoyer votre propre famille derrière les barreaux? J'ai fermé les yeux. Une image m'est revenue. J'avais 12 ans. J'étais allongée sur le carrelage froid de la cuisine, pliée en 2 par une douleur atroce au ventre. Je pleurais, suppliant ma mère.
Maman, ça fait mal, s'il te plaît, emmène-moi chez le docteur. Ma mère se maquillait dans le miroir de l'entrée. Elle avait soufflé, exaspérée. Arrête ton cinéma, Floriane. Tu veux toujours attirer l'attention quand ce n'est pas ton tour. Aujourd'hui, c'est le concours de danse d'Élodie. On ne va pas être en retard à cause de tes caprices. Prends un Doliprane et tais-toi. Ils m'avaient laissé là. Ils étaient partis voir Élodie danser. J'avais passé 48 heures à agoniser seule. Quand ils étaient rentrés, Élodie avait gagné une médaille en plastique, j'étais inconsciente, brûlante de fièvre. C'était une péritonite aiguë. J'avais failli mourir sur la table d'opération. Et même après, à l'hôpital, ma mère m'avait reproché d'avoir gâché la victoire d'Élodie avec mon hospitalisation. J'ai ouvert les yeux. Ces gens n'étaient pas ma famille. C'étaient mes bourreaux. Ils m'avaient presque tué à 12 ans par négligence. Ils m'avaient tué à petit feu ces 3 dernières années par avidité. Et maintenant, ils essayaient de m'achever socialement et financièrement. Si je ne faisais rien, je devrais payer ces 40 000 euros. Je serais fiché Banque de France pendant 5 ans. Je ne pourrais jamais acheter une maison, ni même prendre un forfait téléphonique. Je serais leur esclave pour toujours. Ils avaient parié sur le fait que je serais trop faible, trop gentille, trop attachée au lien du sang pour réagir. Ils s'étaient trompés. La Floriane de 12 ans était morte. Celle de 32 ans venait de se réveiller. Ils n'ont pas hésité à me détruire, ai-je dit, ma voix calme et tranchante comme du verre brisé. Pourquoi hésiterais-je à les punir? J'ai pris le stylo que Maître Vasseur me tendait. Préparez la plainte, maître. Pour tout. Usurpation, vol, abus de confiance, diffamation. Je veux qu'ils paient. Je veux qu'ils rendent chaque centime. Et je veux qu'ils sachent que c'est moi qui ai signé leur arrêt de mort. Maître Vasseur a eu un rictus satisfait. Très bien. Nous n'allons pas nous contenter de déposer plainte. Nous allons leur signifier les actes en main propre. Savez-vous où ils seront prochainement? Oui, ai-je répondu, un sourire froid étirant mes lèvres. Élodie organise une grande soirée de lancement pour sa marque de cosmétiques ce samedi soir. Au restaurant Le Cygne Doré à Strasbourg. Toute la famille sera là. Ses sponsors aussi. Et toute la crème de la ville. Parfait, a dit l'avocat en rangeant le dossier. C'est le moment idéal. L'humiliation publique est souvent plus efficace que n'importe quel jugement. Je connais un huissier de justice qui adore les soirées mondaines. Samedi soir. Strasbourg. Le restaurant Le Cygne Doré est l'un des établissements les plus prestigieux de la ville, situé au bord de l'île, avec une terrasse flottante et des lustres en cristal. Ce soir-là, il brillait de 1000 feux. J'étais assise dans ma petite Clio, garée dans l'ombre d'une ruelle en face. À côté de moi, Maître Vasseur fumait une cigarette électronique. Sur la banquette arrière, un homme massif en costume gris sombre relisait des documents à la lumière du plafonnier, Maître Roche, l'huissier de justice. Je regardais les invités arriver. Des femmes en robe longue, des hommes en smoking, des influenceurs locaux avec leur téléphone à la main, filmant leur entrée. J'ai vu mes parents arriver. Mon père marchait d'un pas alerte, bombant le torse dans un costume qui semblait neuf. Ma mère portait une robe argentée et riait fort, saluant des gens qu'elle ne connaissait probablement pas. Puis, Élodie est arrivée. Elle est descendue de l'Audi rouge, garée illégalement devant l'entrée pour bien la montrer. Elle portait une robe dorée étincelante. Elle ressemblait à une star de cinéma. Tout cela, cette fête, ces vêtements, cette voiture, ce champagne, tout cela était payé avec mon argent. Avec mes crédits. Avec ma vie. La colère qui m'habitait n'était plus chaude. Elle était glaciale. Solide. C'était une armure. J'avais troqué mes pulls en laine miteux contre un tailleur pantalon noir, strict, parfaitement coupé, que j'avais acheté à crédit, mon premier crédit volontaire, la veille. J'avais maquillé mes cernes. J'avais lissé mes cheveux. Je ne ressemblais plus à la victime. Je ressemblais au destin. C'est l'heure, a dit Maître Roche en rangeant ses dossiers dans une serviette en cuir. Vous êtes prête, mademoiselle? Plus que jamais,
ai-je répondu. Nous sommes sortis de la voiture. Le claquement de mes talons sur les pavés résonnait comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Nous nous sommes dirigés vers l'entrée. Le vigile, un colosse, a levé la main. Invitation ? Maître Roche a sorti sa carte tricolore officielle. Acte de justice. Nous devons remettre des documents urgents à mademoiselle Élodie Bertrand et ses parents. Le vigile a blêmi. On ne refuse pas l'entrée à un officier ministériel. Il s'est écarté. Nous sommes entrés. La chaleur, l'odeur de parfums coûteux et de petits fours nous ont assaillis. La musique était douce, une ambiance jazz chic. Les gens discutaient, verre à la main. Élodie était sur une petite estrade au fond de la salle, un micro à la main. Elle faisait un discours. Et je tiens à remercier ma famille, mes piliers, qui ont toujours cru en moi quand personne d'autre n'y croyait. Cette marque, c'est le fruit de mon travail acharné, de mes sacrifices. J'ai failli rire. Sacrifice. Elle ne savait même pas comment s'écrivait ce mot. Nous avons avancé à travers la foule. Les têtes se tournaient sur notre passage. Ce trio étrange, une femme en noir, un avocat, un huissier tranchait violemment avec l'ambiance festive. Une onde de silence se propageait autour de nous. Ma mère m'a vue la première. Elle était près du buffet. Son verre de champagne s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a posé le verre avec un claquement sec et s'est précipitée vers moi, bousculant un serveur. « Qu'est-ce que tu fais là » a-t-elle sifflé, le visage tordu par la panique. « Tu n'as pas honte ? Dégage. Tu vas gâcher la soirée de ta sœur. » Je me suis arrêtée. J'ai regardé ma mère de haut. « Bonsoir maman. Je ne suis pas là pour gâcher la fête. Je suis là pour la financer. Enfin, pour récupérer le financement. » J'ai contourné ma mère sans lui accorder un regard de plus et je suis montée directement sur l'estrade. Élodie s'est tue en me voyant monter les marches. Elle a reculé, manquant de trébucher sur sa traîne dorée. « Floriane » a-t-elle dit dans le micro, sa voix amplifiée trahissant sa nervosité. « Voici ma sœur, tout le monde. Elle vient sûrement me féliciter. » Elle essayait de sauver les apparences. Elle essayait de jouer la comédie jusqu'au bout. Je me suis approchée d'elle. J'ai tendu la main et j'ai pris le micro. Elle n'a pas résisté, trop choquée. Je me suis tournée vers la salle. 200 paires d'yeux me fixaient. Des téléphones étaient braqués sur moi. C'était parfait. « Bonsoir à tous » ai-je dit d'une voix calme, claire, qui ne tremblait pas. Vous connaissez Élodie comme une self-made woman. Elle vous a dit qu'elle avait bâti tout ça à la sueur de son front. J'ai marqué une pause. La vérité, c'est que cette soirée, cette robe, et l'Audi rouge garé devant, ont été payés avec l'argent volé à sa sœur infirmière. Un murmure choqué a parcouru la salle. « Tu mens. Elle est folle. »« Sortez-la » a hurlé mon père depuis le fond de la salle, essayant de se frayer un chemin. Mais maître Vasseur et le vigile, qui avaient compris que le vent tournait, lui ont barré la route. J'ai continué, implacable. Pendant 3 ans, mes parents m'ont fait croire que mon père mourait d'une maladie cardiaque. J'ai vécu dans la misère, sans chauffage, sans manger à ma faim, pour leur envoyer 85 000 € de frais médicaux. Mais il n'y a jamais eu de maladie. Il n'y a jamais eu d'opération. Il y a juste eu des mensonges pour financer le train de vie de leur fille préférée. J'ai fait signe à maître Roche. Il est monté sur l'estrade, ouvrant sa serviette. Et comme cela ne suffisait pas, ai-je ajouté, en regardant Élodie droit dans les yeux, vous avez usurpé mon identité. Vous avez limité ma signature pour contracter 40 000 € de crédit à la consommation à mon nom. Vous m'avez ruiné. Élodie tremblait comme une feuille. Son maquillage commençait à couler. C'est pas vrai? Floriane, arrête, les gens regardent. Je sais qu'ils regardent, Élodie. C'est le but. J'ai pris les documents que l'huissier me tendait. Voici la copie de la plainte pénale déposée ce matin auprès du procureur de la République pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et usurpation d'identité. Je lui ai tendu les papiers. Elle ne les a pas pris. Ils sont tombés à ses pieds, sur sa robe dorée.
L'huissier a pris la parole, sa voix puissante résonnant sans micro. Mademoiselle Élodie Bertrand, monsieur et madame Bertrand. Je vous signifie par la présente une saisie conservatoire immédiate sur tous vos biens mobiliers, y compris le véhicule Audi immatriculé GG 245 GZ, ainsi que sur les stocks de marchandises ici présents, en garantie de la créance. La police est en route pour constater les infractions. Le chaos a éclaté. C'était comme une fourmilière dans laquelle on venait de donner un coup de pied. Les amis d'Élodie reculaient, horrifiés, rangeant leur téléphone ou filmant la scène avec une curiosité morbide. Les sponsors se dirigeaient vers la sortie, furieux. Ma mère était effondrée sur une chaise, pleurant toutes les larmes de son corps, pour elle-même, pas pour moi. Mon père était rouge cramoisi, hurlant des insultes que personne n'écoutait. Élodie était pétrifiée. Son monde de paillettes et de filtres venait d'exploser. Elle me regardait avec une haine pure, mais aussi avec une terreur absolue. Elle savait que c'était fini. Je me suis penchée vers elle, sans micro cette fois. Tu voulais être célèbre, Élodie? Voilà. Tu le es. Demain, toute la France saura qui tu es vraiment. Profite de ton dernier quart d'heure de gloire avant la garde à vue. J'ai lâché le micro. Il est tombé sur le sol avec un bruit sourd, un boom final qui a scellé leur destin. Je suis descendu de l'estrade, fendant la foule comme Moïse ouvrant la mer Rouge. Personne n'osait me toucher. Les regards avaient changé. Il n'y avait plus de mépris, mais de la peur et du respect. Mon père a réussi à se libérer de l'emprise de l'avocat et s'est jeté sur moi, m'agrippant le bras avec violence. Salope, a-t-il postillonné. Tu as détruit ta famille. Tu as tué ta sœur. Puis, voyant que l'agression ne marchait pas, il a changé de tactique. Il a porté la main à sa poitrine. Il a grimacé. Ah, mon cœur. Floriane, j'ai mal. Il a commencé à vaciller, ses genoux fléchissants. Je crois que je fais une attaque. Les gens autour ont poussé des cris d'effroi. Il fait un malaise. Appelez les pompiers. Je me suis arrêtée. J'ai regardé mon père. C'était une performance digne d'un Oscar. Mais je connaissais le scénario maintenant. J'ai sorti mon téléphone calmement. J'ai composé le 15. Bonjour. Je suis au restaurant Le Cygne Doré. Un homme de 62 ans simule un malaise cardiaque pour échapper à une situation embarrassante. Il est conscient, son teint est rose, il respire normalement. Vous pouvez envoyer quelqu'un pour vérifier, mais il n'y a aucune urgence vitale. J'ai raccroché en regardant mon père dans les yeux. Il s'est redressé instantanément, le miracle de la guérison s'opérant en une seconde. La haine dans son regard était terrifiante. Il avait compris que son emprise sur moi était brisée à jamais. Vous avez 24 heures, ai-je dit, ma voix assez forte pour que ma mère et Élodie entendent aussi. 24 heures pour vendre la voiture. 24 heures pour mettre la maison en vente. Vous allez rembourser les 40 000 € de crédit frauduleux immédiatement. Et vous allez commencer à me rembourser les 85 000 € volés. On ne peut pas, a geint Élodie, le mascara coulant sur ses joues, ruinant son visage parfait. On sera à la rue. Ça m'est égal, ai-je répondu froidement. Vous pouvez dormir dans l'Audi, avant qu'elle ne soit saisie. Ou peut-être que tes 100 000 abonnés peuvent t'héberger. Je me suis tourné vers la sortie. Si l'argent n'est pas sur le compte séquestre de l'avocat lundi matin, je ne retirerai pas ma plainte. Et vous irez en prison. C'est votre choix. Je suis sorti du restaurant. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage. J'ai pris une grande inspiration. L'air n'avait jamais été aussi doux. Derrière moi, j'entendais les cris, les pleurs, le chaos. Mais pour la première fois de ma vie, ce n'était plus mon problème. Je n'étais plus le pilier. J'étais libre. Maître Vasseur m'a rejointe, allumant une cigarette. C'était brutal, a-t-il dit avec un demi-sourire. C'était nécessaire, ai-je répondu. Je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré. J'ai mis la radio. Une chanson joyeuse passait. J'ai conduit vers Mulhouse, laissant derrière moi les ruines de ma famille toxique. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de satisfaction et de tristesse.
La vidéo de mon intervention au restaurant a fuité sur TikTok. Un invité avait tout filmé. Elle est devenue virale en quelques heures. La revanche de l'infirmière, titraient les journaux locaux. La carrière d'influenceuse d'Élodie s'est évaporée en une nuit. Les marques l'ont lâchée. Son compte Instagram a été inondé de commentaires haineux, l'obligeant à le supprimer. Elle était finie. Mes parents et elle ont dû faire face à la réalité brutale. Maître Vasseur leur a mis une pression d'enfer. Ils ont vendu l'Audi dès le lundi matin, à perte, à un garage qui a profité de leur désespoir. Ils ont mis leur belle maison de Strasbourg en vente. Comme ils avaient besoin de liquidités immédiatement pour éviter la prison, ils l'ont bradée à un investisseur immobilier. Avec l'argent de la vente, ils ont remboursé intégralement les 40 000 € de crédit frauduleux à mon nom. Mon interdiction bancaire a été levée. Mon casier financier était vierge à nouveau. Ils m'ont aussi remboursé 50 000 € sur les 85 000 volés. Le reste avait été flambé. Je savais que je ne le reverrais jamais, mais 50 000 €, c'était déjà une victoire. J'ai tenu ma promesse. J'ai retiré ma plainte pénale. Non pas par pitié pour eux, mais par pitié pour moi-même. Je ne voulais pas passer les 2 prochaines années à les voir dans des tribunaux, à ressasser cette histoire. Je voulais tourner la page. Mais leur punition a été pire que la prison. C'était la déchéance sociale. Tout Strasbourg savait. Leurs amis bourgeois leur ont tourné le dos. Personne ne veut fréquenter des gens qui volent leur propre fille et simulent le cancer ou la maladie cardiaque. Ils sont devenus des parias. Ils ont dû déménager dans un petit HLM en banlieue lointaine. Mon père, le grand seigneur, vit maintenant dans un F3 avec vue sur le périphérique. Et Élodie. Récemment, je faisais mes courses dans un supermarché d'une ville voisine. Je suis passé à une caisse. La caissière avait la tête baissée, les cheveux ternes attachés en une queue de cheval négligée, l'air épuisé. J'ai reconnu ses mains. Des mains qui ne portaient plus de manicure parfaite. C'était Élodie. Elle a levé les yeux pour scanner mon paquet de café. Elle m'a vu. Elle s'est figée. Son visage est devenu cramoisi. Elle a baissé la tête immédiatement, essayant de disparaître derrière sa caisse enregistreuse. Je l'ai regardée. J'ai cherché de la pitié en moi. Je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché de la joie sadique. Je n'en ai pas trouvé non plus. Je n'ai ressenti que de l'indifférence. J'ai payé mes courses. Gardez la monnaie, ai-je dit doucement. Je suis parti sans me retourner. Cela fait 1 an maintenant. J'ai quitté mon appartement insalubre. Avec l'argent récupéré, j'ai fait un apport pour acheter un magnifique duplex sous les toits, avec de grandes poutres apparentes et une lumière incroyable. J'ai installé un chauffage au sol. C'est mon petit luxe. Je marche pieds nus chez moi, même en hiver, et je sens la chaleur monter. Je n'ai plus jamais froid. J'ai adopté un chat, Gribouille, un gros roux qui ronronne dès que je rentre. À l'hôpital, j'ai été réintégré avec des excuses officielles de la direction. Le scandale a tourné en ma faveur, tout le monde me voit maintenant comme une héroïne qui ne se laisse pas faire. J'ai même été promu chef d'équipe. Mon compte en banque se remplit chaque mois. C'est fou comme on s'enrichit vite quand on ne verse pas un impôt familial de 2 000 €. Je pars en vacances le mois prochain. Au Canada. Le voyage que j'avais annulé. Chaque vendredi soir, à 20 h, j'ai encore un petit réflexe fantôme. L'heure du virement. Je regarde mon téléphone. Je ne vois plus l'alarme. Je vois juste l'écran de verrouillage, une photo de mon chat. Je souris. Je me sers un verre de bon vin, que je paie avec mon argent, et je trinque à moi-même. J'ai perdu ma famille biologique, c'est vrai. Je suis orpheline de parents vivants. Mais j'ai gagné ma dignité. J'ai gagné ma vie. On nous apprend que la famille est sacrée. Que le sang est plus épais que l'eau. C'est faux. Le sang vous lie biologiquement, mais la loyauté, le respect et l'amour vous lient humainement. Si ces choses n'existent pas, le sang n'est rien d'autre qu'une chaîne. À vous qui m'écoutez ce soir, si mon histoire résonne en vous. Si vous êtes celle ou celui qui donne tout et ne reçoit rien. Si vous êtes la vache à lait, le bouc émissaire,
L'enfant oublié. Sachez ceci, vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de couper les ponts. Vous avez le droit de vivre pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous donnera la force de faire ce qui est nécessaire. S'il vous plaît, lâchez un like si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un proche toxique? Comment vous êtes-vous senti après? Je lirai tout. Prenez soin de vous. Vous êtes précieux.